Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable NSMGF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est NSMGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Je suis plus juste self-proclaimed legend. Là. Ah André non? Roy m'a dit vendredi passé, t'es une légende. Wow! Venant d'André Roy, on prend ça comme du cash, mais quoi d'autre? T'es quoi d'autre, à part une légende? L'homme au mollet d'acier. Mais comme dirait Slice, Sylvain Grenier, Tous les gros ont de gros mollets, j'ajouterai aveugle, sourd, sénile, amnésique. amnésie, mesdames, messieurs. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. T'as l'air en grande forme, partner. Toi, ça va-tu mieux? Écoute, la gastro s'est invitée chez les Cléments cette semaine. Je pense que j'étais après mourir hier. Là, je vais un peu mieux, mais écoute, pas facile. C'est ça que tout le monde me disait, comment ça marche avec Hanson. Ben, je me fais chier. Mais c'est plus l'inverse, hein? Ouais, non, c'était pas par ce bout-là que ça a sorti. On va épargner les détails à nos auditeurs. Oui, oui, surtout, il y en a qui écoutent ça à l'heure du repas. Écoute, on vient d'entendre la pub pour notre fait saillant de la semaine Ouais. présenté par Max. On vient de l'entendre. Et on n'a pas le choix. Hein. Les gens s'attendent à ce qu'on parle de notre grosse nouvelle de notre côté. Scott D'Amore qui a été licencié Ouais. par Anthem. Ça a été tout un choc pour nous deux et pour bien du monde. Écoute, personne ne s'attendait à ça. Tu sais, nous, on était là, Hard to Kill, le retour de TNA. Après le passage à Impact, on vient à TNA. Scott D'Amore, dans les semaines subséquentes, menant Hard to Kill, a fait des promos enflammés dans le ring. Même nous, la promo qu'il nous a faite avant le meeting de production, il nous a parlé du cœur, c'était bon. Tu sais, tout le monde était derrière Scott D'Amore. Puis là, cette nouvelle-là qui arrive, que Anthem met fin à son contrat, tout le monde était sur le cul, comme on dit. Oui, mais et puis moi, j'étais sur le bord d'y envoyer un courriel là, pour relancer RDS. Ben oui. Je travaillais là-dessus avec PCO. Et la même journée que je devais envoyer le courriel, j'ai reçu, moi, le premier qui me l'a envoyé, c'était Sylvain Grenier. Puis après ça, ça a déboulé. Là, je l'ai reçu 447 fois, là, la nouvelle. Mais c'est ça. Écoute, tout le monde est assommé. Toi, tu as parlé à une couple de tes chums de TNA aussi. Oui. Personne ne s'attendait à ça. J'ai parlé à PCO un peu aussi. Puis, tu sais, ça a vraiment pris tout le monde par surprise parce que tout le monde voulait travailler pour Scott. Tu sais, c'était pas juste un boss, quelqu'un qui s'occupait du côté créatif. C'était un de leurs chums, il faisait confiance. Il aurait défoncé toutes des murs pour lui. Puis là, le retour de TNA, comme j'ai dit tantôt. Puis là, on se sépare de Scott D'Amore. J'ai hâte de voir l'ambiance. Le prochain taping, c'est la fin de semaine du 23 en Nouvelle-Orléans. On ne sera pas là, mais je vais essayer d'avoir le feedback des boys parce que j'ai hâte de voir l'ambiance. C'est le premier meeting qui va avoir lieu avec les talents, en personne, sans Scott D'Amore. Ça va être quelque chose. Oui, puis c'est ça. Moi, j'ai communiqué avec notre boss, Dan Rahill, en fin de semaine. Et puis,
on est les bienvenus, mais ils font rébellion encore à Las Vegas. Ça, Ouais. je trouve ça moins cool parce qu'on s'attendait que ça soit une destination qui se fait en voiture, qui Ouais, coûte ça nous beaucoup a moins rêvé. cher. Fait que là, ceux qui nous écoutent, là, on va vous solliciter pour nous aider parce qu'on va être là pour voir le nouveau président et tout le kit, là, montrer qu'on est là et qu'on veut s'impliquer. Fait que c'est ça. Écoute, je suis allé lire les commentaires des lutteurs, de plusieurs lutteurs, Moose, puis en vue dessus. La plupart sont assommés. Ah Ah, oui, puis semble-t-il qu'il y a eu un appel avec un Zoom avec tout dans la même journée avec le ouais. nouveau président et que Jordan Grace aurait dit à la fin This is bullshit. Ah Euh, ouais, j'ai pas lu ça, mais je sais que c'est Gail Kim et Tommy Dreamer qui ont leadé le meeting. Tommy Dreamer en a parlé là, cette semaine à Boston Open Radio avec David Agreka. Puis j'avais pas eu ce segment-là, mais tout le monde était assommé. Puis on dit dans le meeting, en tout cas, j'ai vu ça passer, ils disaient que ceux qui voulaient sortir de leur contrat à cause de cette histoire-là pourraient parler en privé avec le management. On n'a pas eu de nouvelles de ça. Donc, tout le monde a besoin de travailler. C'est sûr que ces gens-là, il faut qu'ils regardent vers l'avant parce qu'ils ont un travail, ils ont un contrat, ils ont de l'argent à ramener à la maison. Mais écoute, on t'a assommé, nous autres aussi. Il a tout le temps été bon. Puis tu parlais des lutteurs qui publiaient sur les réseaux sociaux à quel point Scott a été bon pour eux autres. Moi, j'en ai profité pour publier la photo à un after party qu'on a eu à Toronto il y a un an, à Rébellion l'année à passée. Rébellion, au Rebel Nightclub. On a une photo de les deux avec Scott D'Amore en mode cocktail. Puis il a tellement été bon pour nous autres. Il a toujours pensé à nous autres. Il nous mettait tout le temps over dans les meetings. C'est triste là, que ça se finisse comme ça. Puis sur une note plus drôle, on se rappellera ta conversation que tu as eue avec lui, la blouse ouverte, les culottes aux genoux. Oui. C'est ça. Dans le vestiaire après un des shows, il faut donner un peu de détails. Ça fait drôle, là. Faire sa part, Scott, il nous aimait, ça paraissait. Il te respectait beaucoup de la relation que vous avez eue ensemble depuis tant d'années. Quand je suis arrivé là, le premier show qu'on a fait live, j'étais gêné de mettre ma chemise en léopard. J'étais dans le vestiaire en de m'habiller, puis il m'a dit « What a shirt ». Ça m'a comme donné son blessing en disant, j'ai dit ça, c'est Handsome Jeff. Il dit parfait. J'ai comme eu le blessing du boss de porter mes couleurs. Mais tout le monde trouvait ça bizarre que tu sois gêné de mettre la chemise quand tu as cette face-là. Tu sais. Oh, le gars, il fait sa langue. On est dans l'émotif. Marc fait sa langue sale. Incroyable. Là, c'est sûr qu'il va y avoir plein de rumeurs qui vont sortir. Nous, ce qu'on a entendu, c'était vraiment une question d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup de liens qui nous amènent sur le fait que Scott voulait que TNA soit plus gros et que Anthem, eux autres, étaient bien contents comment ça roulait leur petite affaire. Il y a d'autres rumeurs qui disaient que Scott voulait acheter TNA. Il y avait déjà un partenaire financier. Écoute, c'est déjà bizarre. Ceux qui écoutent ça, ça sort mardi. Nous, on est dimanche avant le Super Bowl, au moment où on enregistre, toi et moi. Et c'est bizarre qu'on n'ait pas eu, après tant de jours, 5-6 jours, là, on n'a pas eu les vraies raisons. Ouais. Parce qu'au départ, avec l'affaire de McMahon puis tout, là, on voulait s'assurer qu'il n'y a rien de, exact. de ce côté-là. Là. Il n'y a rien qui a coulé de ce côté-là, donc je suis content. Ouais, moi aussi. On n'a pas eu de mauvaises histoires qui sont sorties. Mais il y en a aussi, tu parlais des suppositions. Il y en a un autre que j'ai vu qui disait que Scott D'Amore prenait trop de place dans TNA. Il était trop le visage de TNA, puis Anthem ne voulait pas que ça soit ça. Donc, dans les prochaines semaines ou mois, le chat va sortir du sac, comme on dit, c'est sûr et certain, mais à date, il n'y a rien qui a coulé là-dessus. Mais quelle histoire quand même. Moi, j'étais sur le choc, toi aussi. On se disait, hey, qu'est-ce qui va arriver de nous autres? Heureusement, c'est cool, le courriel de Dan Rael, qui est notre boss à TNA, qui nous a dit non, vous êtes les bienvenus à venir à Vegas. Puis parlant de ça, 4 billets à vendre qu'on va faire tirer, Zone Motionex, pour un match des Canadiens. Ça, on va avoir vraiment besoin de votre aide parce qu'on veut être là live puis voir les nouveaux patrons. Ça va vraiment jouer sur le reste de notre aventure TNA, j'en suis certain. C'est contre qui le match? Écoute, de mémoire, c'est contre le Lightning de Tampa Bay un jeudi soir. Donc, c'est une bonne game. Okay. C'est le fun parce que tu vas là avec toi, tes chums. Alors, ça va être 20 $ par participation. Probablement qu'au moment où vous nous entendez, vous avez déjà vu ça passer. Alors, gênez-vous pas.
Écrivez-nous en privé parce que, comme de raison, on ne peut pas afficher ça gros comme la terre partout, là, un petit tirage de même. Fait Ouais, que, exactement. on compte sur vous pour nous aider. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du bacon. 514-260-9415. On va y aller maintenant pour l'épisode de la semaine. Ansem, on parle de lutte japonaise. Oui. Et écoute, moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Remarque que, tu sais, on a des lutteurs d'ATNA, il y en a beaucoup en Amérique du Nord maintenant qui sont de descendance asiatique. On en a vu plusieurs. J'en ai connu dans le temps de World Championship Wrestling, Oui. mais la lutte qui se passe là-bas, j'avais pas beaucoup d'informations. Et on est allé chercher plein de, comment je pourrais dire ça, plein de Collaborateurs, collaborateurs, chroniqueurs. d'experts, des gens Ouais. qui trippent vraiment solide sur la lutte japonaise. Donc, ceux qui entendent le téléphone, on s'excuse, là, il sonne chez Je le l'ai pas entendu. beau-père. On le salue, Armand, et sûrement l'écoute. Ouais, il essaie de pogner son iPad, là, fait que... Ah Bon, ouais, le bonhomme. les deux premiers qu'on a, c'est deux vraiment fanatiques de lutte japonaise. Cody McWild, Ouais. qui est un Français. Écoute, malheureusement pour lui, mais c'est comme ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ça peut pas être parfait. Exactement. Lui, Cody, sera notre premier invité. Et le deuxième, c'est Kevin Raphaël, qui est un autre gros fan de lutte japonaise. Et d'ailleurs, sur son podcast, Les Antipodes de la lutte, avec le Coyote, c'est là que j'entends parler un peu plus de lutte. Ça m'a allumé, surtout David Jouan qui m'a allumé là-dessus là, pour la thématique. Le Casanova des pauvres. Non. Le Don Juan des pauvres. OK. Alors, du côté de nos invités, on commence tout de suite, si tu veux bien. Oui, sans plus tarder, on part en bloc. Le premier invité de marque sur le podcast de cette semaine pour la lutte japonaise, Cody McWild. Alors, on retrouve sur le podcast du CIM nul autre que Cody McWild. Comment vas-tu, Cody? Salut Marc, salut tout le monde. Moi, ça va très bien et toi? Ça va bien? Ça va bien, oui. Écoute, on a eu plusieurs demandes pour faire un épisode de lutte japonaise. Ouais. Mais comme je ne m'y connais pas beaucoup, je repoussais. Mais à un moment donné, c'est le temps d'en découvrir et d'ouvrir mes horizons sur la lutte du pays du soleil levant. C'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Écoute, Cody, toi, tu es un vrai fan. Est-ce qu'on peut dire un expert? Certains me considèrent comme ça, ouais. Après, ouais, certains. Enfin, je sais que mes abonnés de ma chaîne me regardent parce que je parle de catch japonais en priorité, quoi. Bon. La première question serait pourquoi cet attachement, cet intérêt au catch japonais? Ouais, moi, il y a quelque chose aussi qu'il faut savoir. Je pense que en France, la culture japonaise est très, très appréciée, mais vraiment. Et je pense un peu plus même qu'au Canada. Généralement, nous, quand on est jeune, à partir du moment où moi, j'ai grandi dans les années 90 et j'ai grandi avec les dessins animés japonais, où on entendait de la musique japonaise, on voyait la culture japonaise. Et maintenant, il y a beaucoup d'adolescents qui grandissent avec toujours les animés, mais il y a les mangas qui sont arrivés. Ouais. La culture japonaise fait partie de la jeunesse des jeunes Français. Et je pense que en tant que fan de catch, ça m'a aidé à aller vers là parce que j'étais bercé dans la culture japonaise. Et c'est quelque chose je sais, il y a beaucoup, beaucoup de Français. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus de Français fans de catch qui sont fans de catch japonais que de Québécois avec qui je parle, quoi. J'en connais quelques-uns, mais c'est vrai que c'est assez rare, quoi. Je pense que oui, nous, ce qui est très, très populaire ici, c'est les sushis.
Oui, c'est sûr que bah, la nourriture et tout ça, c'est vrai que moi, c'est un pays qui me donne envie, que j'ai envie d'aller. J'ai jamais encore eu la chance d'y aller, mais c'est vrai que si je peux y aller, ça serait pour moi la nourriture et le catch. Ça serait les deux choses et les paysages et tout ça, parce que c'est différent que chez nous. Mais c'est vrai que c'est moi le catch, j'ai déjà mon planning dans ma tête. Je sais où y aller, lesquelles salles, où elles se trouvent, etc., quoi. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Oui, OK, tu étais bercé dans la culture japonaise, Mm. mais qu'est-ce que fait que cet intérêt-là Ouais. face à la lutte japonaise se développe? Bah, moi, ce qui, je trouve qui est vraiment une grande différence avec le catch américain, c'est le côté où la lutte japonaise est représentée vraiment comme un sport. Et moi, j'aime bien ce côté très, très sérieux du catch japonais où vraiment, on a vraiment l'impression que c'est du MMA, mais sauf qu'on sait que ça reste du catch. Et il y a vraiment le côté où c'est vraiment, bah, ça fait vrai, vrai, entre guillemets. Il n'y a pas le côté à l'américaine. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le côté un peu plus euh, on va dire simple. Par exemple, comme je t'avais déjà dit par le passé, mais j'ai toujours aimé des catcheurs qui étaient pas les plus grands entertainers, mais qui étaient les meilleurs catcheurs en fait dans le ring. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi rapidement parce que les catcheurs faisaient des choses dans le ring que j'avais jamais vues ailleurs et ils avaient une attitude qui était totalement différente. C'est ça qui m'a amené vers le catch japonais, quoi. Mais le catch japonais ou le catch américain demeure du catch et ça demeure Bien sûr. scripté. Ouais. C'est c'est- Ouais, c'est- ouais, c'est une illusion que c'est ça ça, bien peut sûr. ressembler à du MMA. Bien, mais c'est totalement ça. Mais c'est dans la présentation, je pense aussi. Et puis dans la façon que c'est diffusé, il n'y a pas. Généralement, ça marche en tournée du côté du Japon. Donc il n'y a pas le côté où ils sont obligés de faire des émissions à chaque semaine. OK. La façon de raconter les histoires est totalement différente. Et on va dire qu'elle est plus simple aussi. C'est souvent le champion et il y a son challenger. Et puis ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment le côté sport de combat plus que où on va essayer de créer des histoires d'amitié, etc. Alors, il y en a parce que ça reste du catch, mais il y a moins ce côté-là, je trouve. Et c'est une différence de culture, je pense, surtout, qui fait que moi, je me sens plus proche de ce côté-là que de la version américaine, quoi, même si j'adore le catch américain, bien sûr. Dis-moi, Cody, la foule, Ouais, j'ai souvent entendu parler que c'était vraiment différent ouais. de l'Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Ben, en fait, pour moi, la grosse différence avec la foule du Japon et la foule d'Amérique du Nord, c'est que j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, on va essayer, on va limite anticiper les choses et on va être très, très bruyant, etc., etc. Là où au Japon, ils vont réagir uniquement sur les actions qu'ils voient. Ils vont pas, il n'y aura pas de chant. Je vais pas le faire en anglais parce que tu connais mon accent anglais, mais il n'y aura pas de chant, ça c'est génial, ou combattez pour toujours, ou ce genre de choses. Ils vont vraiment réagir quand il y a des gros spots, ou quand il y a des moments où ils vont chanter sur la musique d'entrée. Enfin, c'est une façon de réagir où ils vont réagir vraiment à ce qu'ils voient sur le ring et pas anticiper, entre guillemets, et mettre une ambiance générale dans la salle, quoi. Donc ça arrive très très souvent que pendant des combats où il n'y a pas du tout de bruit, et il suffit d'une petite chose, ça peut être une grosse prise ou un truc assez habituel d'un des catcheurs pour que le public va réagir tout de suite, quoi. Et moi, j'adore Et, ça, ce côté-là. et comment ils réagissent? Est-ce qu'ils se lèvent debout? Est-ce qu'ils crient? Oh, bah, Ou- c'est des oh, ah, oh. Et c'est très particulier parce qu'ils Mais, font tous oh, ah en même temps. mais ton japonais est très bon. Ah oui, alligato. Très, très bon. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Et puis, il y a des chants, mais c'est des chants sur le moment. Enfin, on va dire que c'est des chants qui vont correspondre à un catcheur. Ça peut être, je vais prendre l'exemple, Okada, ça va être des Okada, Okada, Okada. C'est pas des This is awesome ou ce genre de choses. Mais ça reste un public très, très bruyant. Et par exemple, dans les années 90, où le catch japonais était le plus populaire, euh, pour moi, j'ai vu les plus belles ambiances dans des shows de catch où les gens tapaient des pieds, applaudissaient tout le temps, criaient tout le temps. Et c'était vraiment impressionnant de voir ça. On peut retrouver des vidéos un peu partout. Dis-moi,
les lutteurs américains Ouais. qui adorent lutter au Japon. Mm. Pourquoi? Bah, moi, je pense que je pense que la raison aussi, c'est parce que bah, c'est la culture japonaise qui intéresse et c'est aussi le fait que c'est totalement différent. Bah, le public est différent, c'est pas la même façon de raconter les histoires. Et je pense aussi qu'au Japon, on... bah, alors, j'ai jamais été au Japon pour catcher, mais c'est l'impression que j'ai. Il y a beaucoup plus de liberté à raconter des choses dans le ring, là où peut-être aux États-Unis, on est généralement un peu plus limité, je pense. Je vais prendre comme exemple un catcheur reconnu, hein, Hulk Hogan, qui au Japon et aux États-Unis n'était pas du tout le même parce que ben, je pense qu'on lui demandait pas les mêmes choses et puis aussi il n'était pas connu de la même façon au Japon comme aux États-Unis. Donc c'est ça qui était différent. Je pense que le fait pourquoi ils aiment bien aller catcher au Japon, c'est parce que ça leur apporte quelque chose de totalement différent et une autre façon de travailler, quoi. Maintenant, si... Et c'est Oui, pareil pour l'inverse, Marc. Les Japonais oui, adorent venir aux États-Unis. Je vais prendre l'exemple d'un catcheur que tu as peut-être commenté à l'époque de la WCW, c'est Greg Muta, oui, ben oui. qui adorait venir aux États-Unis, qui a eu un partenariat avec TNA. Il y a même eu un ban for Glory en 2014, je crois, du côté du Japon. Donc, il y a eu toujours des liens États-Unis, Japon. C'est depuis la création du catch au Japon dans les années 60 avec Ricky Dozan. Le but des Américains, c'était tout simplement bah, de jouer sur la triste réalité de la guerre et de faire des méchants, quoi. Ouais, Et c'est ça. c'était l'objectif du catch. C'était ça, de faire réagir. Je regardais Royal Rumble récemment Ouais, et j'ai eu cette pensée parce que je savais qu'on faisait le thème sur la lutte japonaise et de voir, il y en a qui sont américains, mais ouais. de voir beaucoup de gens de descendance Mm, asiatique et japonaise. Il y en a ouais, beaucoup. Dans TNA, il y en a aussi. ouais. Il y a Kushida qui a signé il n'y a pas Exactement. longtemps. Mm. Exactement. Euh, et si je te demandais de me nommer, selon toi, les top légendes de la lutte japonaise. Ah, j'ai mon top 5. Donc, premièrement, il y aurait bien sûr Antonio Inoki et Giant Ouais. Baba. Donc, Antonio Inoki qui a créé New Japan Pro Wrestling et Giant Baba qui a créé All Japan Pro Wrestling dans les années 70. Donc, c'est les deux grosses promotions, on va dire, du Japon. Même actuellement, un peu moins, mais ça reste quand même très populaire. Et puis derrière, moi, mon catcheur préféré, c'est Keiji Muto, donc le Great Muta. C'est le même catcheur, mais le Great Muta est un personnage qui a été reconnu aux États-Unis, tandis que le catcheur Keiji Muto est inconnu aux États-Unis pratiquement. OK. OK. C'est son personnage de Great Muta a été aussi au Japon, mais a été très très reconnu dans ses matchs avec Sting ou Ric Flair début des années 90. Donc C'est moi, ça. Keiji Muto, c'est un de mes catcheurs préférés. Et puis il y a Kenta Kobashi, qui a été également un grand catcheur des années 90. Et là, mon catcheur japonais actuel, c'est un catcheur de All Japan Pro Wrestling, c'est Kento Miyahara, qui est comme on appelle au Japon. Et c'est un point aussi qui est assez important, c'est la place dans le roster est un peu différent que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et au Japon, il y a toujours un leader, et c'est ce qu'on appelle l'ace. Et Kento Miyahara, c'est l'ace de la All Japan. Et quand on parle de l'ace, c'est tout simplement celui qui fait venir les gens dans les salles, quoi. Bon, ça existe aux États-Unis aussi, mais on va dire qu'aux États-Unis, il y a souvent deux, trois catcheurs qui sont à peu près sur la même place. Je pense à la période WCW que tu as commenté. On avait des Hulk Hogan, des Sting qui étaient les têtes d'affiche. Et là, souvent, il y a un catcheur et il y a les autres derrière qui poussent pour prendre sa place, quoi. Donc voilà. Oh, Ouais. intéressant. Et cette ace-là, ace qui veut dire un as, ou Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. cet as-là est suffisant pour remplir des salles? Bah oui, parce que, alors bien sûr, il y a tout le reste du roster qui aide, mais on va dire que c'est toujours celui qui est le plus populaire. Par exemple, peut-être un nom que tu as entendu parler, bah, même que tu as dû voir, je pense, qui avait été dans le show après le dernier pay-per-view de TNA, donc tu avais peut-être vu les enregistrements en live. Il y a Kazushika Okada, qui est Oui. considéré comme l'ace de New Japan Pro Wrestling parce que c'est le catcheur le plus populaire. Bon, il y a Hiroshi Tanahashi, mais on va dire que c'est les deux grands catcheurs. Mais Okada, c'était la tête d'affiche
depuis 2012 jusqu'à maintenant, quoi. Donc, Et justement, tu parles de New Japan. Dans les fédérations, est-ce que, tu sais, nous, en Amérique, il y a comme peut-être 5 fédérations, là, si tu ouais, calcules WWE, All Elite, TNA, Ring ouais. of Honor et Simmania. Bien surtout. Il Là-bas, y a... est-ce Ouais, ouais. que c'est. Parce que la différence entre toutes ces fédérations-là, bien sûr, je blaguais en disant Simmania, mais il y a un décalage qui est énorme entre, Mm. exemple, entre WWE et All Elite, Ouais. et un autre décalage entre All Elite et TNA. Mhm. Ring of Honor, ben, ça appartient à All Elite, Mm. mais est-ce que c'est plus serré, la compétition, ou encore tu as des meneurs intouchables au Japon? Bah, alors, la promotion numéro une, c'est New Japan Pro Wrestling, sans aucun problème, parce que c'est aussi celle qui essaye de toucher le plus de personnes à l'international, avec des shows commentés en anglais pratiquement tous les 2 semaines, tous les semaines. C'est disponible sur le New Japan World. Ils ont leur propre site de streaming où ils diffusent leurs shows en anglais et tout ça. Donc, c'est les plus connus sans aucun doute. Et il faut savoir aussi qu'au Japon, il y a le catch féminin qu'on appelle le Joshi. Donc, comme tu as dû voir Asuka, par exemple, Mhm. du côté de WWE, qui vient de ce côté-là du catch japonais, donc le Joshi. Et donc, il y a une promotion qui est la petite sœur de New Japan, qui est tout aussi populaire, voire presque, on va dire un peu en dessous, mais tout aussi populaire. C'est Stardom, qui est la New Japan du catch féminin au Japon. Et il faut savoir aussi que pendant très longtemps, c'est un peu moins le cas ces derniers temps, mais c'était tout le temps séparé, les hommes et les femmes. Il n'y avait jamais de show où il y avait des combats d'hommes, des combats de Ah, femmes. Il y a des OK. promotions de femmes et des promotions d'hommes. C'est un Donc, peu moins le... on est Ouais. loin de faire un combat mix là-bas, là. Alors, ça arrive, mais dans des toutes petites promotions généralement, dans des plus petites promotions. Ça arrive quand même, mais c'est pas, par exemple, dans New Japan, Stardom ou dans ce genre de promotion, ça n'a pas été le cas pendant très très longtemps. C'est que depuis l'après-pandémie où le catch japonais s'est un peu réinventé avec plusieurs trucs où les promotions travaillent beaucoup plus ensemble. Ils ont mélangé les hommes et les femmes. Ça a été un changement extraordinaire et pas évident pour certains fans japonais de ce que j'avais ce ressenti, de ce que je lisais sur les réseaux. C'était pas très apprécié parce que c'est que la culture chez eux est un peu différente. Et C'est de ils la essaient. tradition, hein, beaucoup. Ouais, Là, c'est ça, ouais. Hmm, lorsque tu touches à la tradition, c'est ça. c'est touché, c'est le cas Ouais, de le c'est dire. ça, c'est ça. Et là, donc, ils essayent de changer ça et ça arrive maintenant beaucoup plus, là, depuis la fin de la pandémie, qu'il y a des femmes dans des shows d'hommes et même inversement, où il y a et des relations entre les promotions. Donc c'est ça. Donc, c'est New Japan, Stardom. Et il y a aussi, pour moi, la grande différence avec toutes ces promotions qu'il y a par rapport aux promotions américaines, où j'ai l'impression que les promotions américaines, alors, elles ont toutes leur style et leur façon de faire quand même. Parce qu'on ne peut pas dire que WWE et All Elite ou même TNA font le même catch. Ça Mhm. reste quand même assez différent. Mais au Japon, il y a vraiment ce côté où chaque promotion a son style de catch. Et même, par exemple, New Japan, ça a été créé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Antonio Inoki. C'est ce qu'on appelle du strong style. Alors, c'était la base du style. Donc, le strong style, c'est un style de combat qui se voulait réaliste. C'est pour ça qu'Antonio Inoki était intéressé, il s'est fait connaître pour son combat contre Mohamed Ali. Donc c'était entre Ouais. autres, voilà, ça a été ça le déclic. Et à côté, il y a ce qu'on appelle le King's Road, qui est, qui était le style de Giant Baba. Donc c'est deux styles différents, mais à côté de ça, il y a également ce qu'on peut appeler le shoot wrestling. Il y a également le lucharesu, qui est un mélange de puroresu, donc ça veut dire pro wrestling en japonais. Donc le lucharesu, c'est un mélange de lucha libre et de puroresu. Et l'un de ces têtes d'affiche de ce style-là, tu le connais aussi, c'est Ultimo Dragon, Ben oui. que tu as commenté aussi. Oui. Et on voyait bien donc ce mélange entre la lutte japonaise et le style de lucha libre, quoi. Donc il y a plein de styles différents. Il y a du deathmatch aussi au Japon, comme je te l'avais raconté la dernière fois. Ça a été très très populaire dans les années 90. Et c'est ça que j'adore moi avec le catch japonais, qui n'est pas facile quand on ne connaît pas, parce que bon, bah, c'est en japonais, etc. Mais je pense qu'il y en a pour tout le monde, en fait, quand on s'y Et, intéresse.
Et une grande salle, un grand événement, il peut y avoir combien de personnes? Alors, dans les années 90, plusieurs promotions, All Japan, New Japan faisaient le Tokyo Dome. Le Tokyo Dome est plusieurs fois dans l'année. Le Tokyo Dome, c'est plein, c'est environ 40 000 personnes. OK. Donc, ils en faisaient 2, 3, 4 dans l'année et c'était toujours plein. En ce moment, c'est beaucoup moins populaire le catch japonais. Et par exemple, là, il n'y a qu'une promotion qui le fait annuellement, le Tokyo Dome. C'est New Japan Pro Wrestling tous les 4 janvier annuellement. OK. Et là, depuis, alors pendant le Covid, les chiffres étaient pas bons parce qu'il y avait des règles, tout ça. Mais depuis la fin du Covid, c'est 25 000 personnes. Donc on est très Oh, loin des grands chiffres. ben oui, Et, ben oui. et là, je te parlais tout à l'heure des grands noms, des grands catcheurs. Il y a un des grands catcheurs de New Japan Pro Wrestling, c'est Hiroshi Tanahashi, qui est devenu président de New Japan Pro Wrestling. Et son objectif numéro un, c'est de re-remplir à 100% le Tokyo Dome. C'est son objectif. Mais il y a plein de promotions qui sont pas loin de passer à côté de la mort avec le Covid parce que le catch est moins populaire. Et le Covid a fait que voilà, il n'y avait pas de sous qui rentraient, quoi. Ah, écoute, en terminant, j'essaie de. J'ai gobé toute l'information que tu m'as envoyée et j'essaie d'imaginer le géant, Mm. André le géant Ouais. au Japon. Ça devait être quelque chose. Oui, bah c'était en plus c'était à une période où alors moi j'ai vu très très peu de vidéos de lui, de André au Japon, mais c'est vrai que lui il était en plus quand il était là-bas, c'était une période où sa maladie n'était pas trop évoluée. Donc Mhm. c'était un très très bon catcheur à cette période-là. Il a des excellents combats de tête contre Antonio Inoki. Et bon, de toute façon, je pense que Bertrand Hébert serait mieux placé que moi pour en parler. Mais c'est vrai que moi j'ai vu quelques combats de lui au Japon. Et pour moi, c'est assez impressionnant. Et juste une petite dernière information, Marc. Il y a peu de temps, il y a eu 2 catcheurs français qui ont fait une tournée au Japon, Aigle Blanc et Tristan Archer. Et pour la Oui. première fois depuis toujours, il y a un catcheur qui a fait le main event au Korakuen Hall, qui est là une salle légendaire au Japon. Et donc, c'était le premier Français à avoir fait un main event dans cette salle. Donc, c'est Tristan Archer pour la promotion au Big Japan Pro Wrestling. Et même André le Géant n'a pas fait de main event en un contre un dans cette salle. Il a fait des main events, mais dans des matchs à plusieurs. Et donc, c'était le premier Français à faire un main event en un contre un. Et ça a été fait en 2023. Et Tristan, je l'ai vu à ses débuts lorsqu'on est allé faire un Ouais. événement et il luttait contre mon ami Sylvain Grenier, Sly. Ah, C'était un de ouais, ses ouais, premiers ouais. combats. Ouais. Ouais. Écoute, avec tout ce que tu m'as donné comme information, j'ai super le goût d'aller à Pékin voir ça. À Tokyo, parce que t'as dit Pékin, mais Pékin, c'est la Chine. Shanghai, Shanghai, Non, Shanghai, c'est la Chine. Hong Kong. Hong Kong non plus. Ben, je joue avec toi, Je voyons, sais. Cody. Je me disais, alors il est peut-être très très bon commentateur, mais pas très bon en géographie. En effet, je suis peut-être pas très bon, mais ça doit être vraiment, écoute, tout ce qu'on voit sur le Mm. Japon, tu sais, c'est. Moi, j'ai envie pour conclure, je pense que c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est en japonais, et même s'il y a de plus en plus de promotions qui proposent leur show en anglais, comme je l'ai dit, New Japan Pro Wrestling, il y a des commentateurs anglais, Noah Pro Wrestling également, ils ont leur network, c'est Wrestle Universe, ils ont aussi des commentateurs en anglais qui font très très bien le boulot, qui expliquent toutes les histoires, etc. Donc maintenant, c'est quand même assez accessible. Et pour ceux qui s'intéressent aussi à All Japan Pro Wrestling, j'ai un compte Twitter où où je donne les résultats, j'explique les histoires et tout ça. Tout ça en français, donc c'est AJPW France, tout simplement, sur Twitter. Et donc, du coup, voilà, il y a plusieurs choses qui permettent de plus, on va dire, apprendre à aimer le catch japonais. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça fait un peu peur. Et si je peux me permettre juste de faire ma petite pub pour un truc qui est assez important pour moi, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos courtes entre 10 et 15 minutes sur ma chaîne YouTube, donc chez Cody.
où je présente tout simplement des catcheurs japonais, les légendes du catch japonais. Et donc, si vous voulez apprendre dans un format court un peu l'histoire des grandes légendes, c'est un bon moyen. C'est des formats qui sont faciles d'accès et rapides à regarder. Donc voilà. Chez Cody. C'est ça, chez Cody sur YouTube. Ouais. OK. Mais on n'a pas de problème à l'avoir vu que c'est codé. Non, non, c'est pas. Ouais, non, 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 il n'y a pas de souci. OK, celui-là, je ne le garde pas dans mon répertoire. Cody, J'ai préféré plus Shanghai et Pékin. mais tu sais pourquoi j'ai des problèmes avec ma piscine ici? Non. Parce que japonais à nager. Ah oui, oui, effectivement. Moi, j'aime bien aussi. Cody, attention à toi, c'est un plaisir de te Bah oui, parler. On va sûrement avoir la chance à nouveau, un autre thème avec où, plaisir. où notre ami David va me dire oh, faut être du côté de Cody. Alors, on ira chez Cody. Eh ben, merci à toi, Marc, bah, merci, puis à très bientôt. Très bientôt. Hey, tu connais-tu Bob? Oui, ça me parle, j'ai déjà entendu, j'ai plus la blague, mais je t'ai déjà entendu dire la blague, mais je sais plus là. Bye bye. Ah oui, On est très heureux d'avoir avec nous Kevin Raphaël. C'est des nouvelles lunettes, ça, mon Kevin? Écoute, moi, j'ai comme un petit toc de lunettes. Fait que j'achète quand même beaucoup de paires de lunettes que je perds et que je retrouve. Et là, je l'ai retrouvée, donc je la mets. J'ai pas besoin d'aller chez Bon Look tantôt. Et ceux qui sont sur YouTube voient les nombreuses paires de chaussures derrière lui. Ich, ich. Un autre toc. Un autre problème, ça. J'ai bien des problèmes. Je voulais te parler, puis j'apprécie beaucoup que tu aies accepté l'invitation, Kevin. Souvent, sur les antipodes, tu aimes beaucoup parler de lutte japonaise. Et je Ouais, t'avoue que moi, je ne m'y connaissais pas beaucoup. Mais là, avec Bertrand Hébert, avec ouais. Cody McWild en France, et maintenant toi, pourquoi cet engouement? Ça partit de où pour Kevin Raphaël, l'amour de la lutte japonaise? Ben, tu sais, mettons, pour moi, la lutte japonaise, c'était vraiment le plus proche de, tu sais, en anglais, ils disent du shoot wrestling, là, tu sais, de la réalité de Ouais, lutte, là, du ouais. combat ultime, si on veut, ou ces affaires-là, parce que c'était tellement stiff, parce que on met vraiment de l'emphase sur les histoires, puis chaque victoire, chaque défaite compte. On en reparle 10 ans plus tard de chaque défaite ou de chaque victoire. Puis moi, je suis un grand fan de la culture japonaise, de leur discipline, de tout ce de tout ce qui est en lien avec ça. Puis, tu sais, le fait que tu dois passer dans le dojo après ça, il faut aller faire une excursion, après ça, il faut que tu reviennes. Tous ces trucs-là, vraiment, vraiment, vraiment cool que je trouvais. Je trouvais que c'était un bon clash avec tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on voit aux États-Unis, tout ce qu'on voit au Mexique. Fait que là, je suis comme tombé là-dedans. C'est ça, je suis tombé là-dedans. Mais quand tu disais au début de ta réponse qui a duré 17 minutes, Ah, je vais faire attention. pas grave, je suis habitué. Tu as dit, je trouvais que, en disant que tu sais, ça avait de l'air stiff, ça avait de l'air vrai, ça avait de l'air Ouais. MMA. Mais pourquoi tu as dit je trouvais? Parce que c'est plus ça Ah, aujourd'hui. ben, non, je pense que là encore aujourd'hui, je pense que le style a changé. Je pense qu'on fait plus de place au divertissement, on fait plus de place aux gens qui prennent leur envol. On le voit avec Kenny Omega, on l'a vu avec Kenny Omega, en fait, on l'a vu avec Will Ospreay. Hiromu Takahashi, toute cette gang-là, qui sont au haut de la carte, El Fantasmo, qui sont au haut de la carte, puis que c'est plus des lutteurs d'envol. Ça ne m'a pas turn off, par exemple, à écouter la lutte japonaise. Au contraire, tu sais, moi, je suis un grand fan de Will Ospreay. Pour moi, Will Ospreay, c'est le meilleur lutteur au monde depuis Mhm. plusieurs années. Puis il a fait sa marque à New Japan en faisant ses flip-flops. Donc, pour moi, ça n'a pas changé mon appréciation, mais c'est sûr que la lutte japonaise a énormément évolué à travers le temps. Toi, si on regarde la lutte nord-américaine, est-ce que tu mets autant de temps à regarder la lutte japonaise? Je sais que souvent tu regardes les Le faits G1. saillants parce qu'à un moment donné, tu peux plus, là, tu peux plus Ouais.
à moins que tu aies 40 heures de libre dans ta semaine pour écouter de la lutte, là. Mais est-ce qu'elle a Ouais. autant d'importance que la Ouais. E et All Elite, entre autres? Ben, tu sais, moi, souvent, là, tu sais, j'ai de la lutte en background pendant que je travaille, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, ils sont comme, Kev, comment t'as le temps d'écouter All Elite Wrestling, TNA, WWE, puis certains shows connexes? Ben, c'est parce que quand je travaille sur la grosse télé, il y a la lutte qui joue, puis je lève la tête pour les moments qui sont importants ou quoi que ce soit, puis après ça, je continue à travailler sur mes autres dossiers sur l'ordinateur. Donc, ça fait en sorte que dans ma journée de 8 heures, il y a peut-être 6 heures ou 7 heures de lutte qui va jouer à la télévision. Oui, Dans mais il ces faut que tu 6 sois heures, chez vous, ça. Tu sais, si ouais, tu c'est es à ça. gauche, à Quand je suis. droite d'un Ouais, ouais, studio, ouais. tu sais, à un Ouais, moment donné, ouais. Quand je suis chez nous en studio, chez nous ou au bureau, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est le fun avec la lutte japonaise, spécialement en japonais, c'est que ça me fait vraiment un bruit de fond. Un vrai de vrai bruit de fond. Parce que je comprends pas qu'est-ce que les gens disent. Parce que quand c'est en anglais, ouais, j'entends un c'est mot, je ça. lève la tête, puis tu sais, ça me distrait un peu. Mais quand c'est Ouais. en japonais, c'est comme ma méditation, entre parenthèses, parce que les commentateurs hurlent, je lève la tête. Quand ils hurlent plus, je redescends, puis je travaille. Fait que c'est pour ça que je me mets à écouter énormément d'heures de lutte japonaise. Puis le meilleur exemple, c'est le G1. Le G1, j'écoute tous les matchs de ce tournoi-là. Puis la façon que j'ai trouvée pour les écouter, c'est vraiment de travailler en même temps, puis de l'avoir sur l'écran, puis de prendre mes notes. Tu sais. Je lève la tête, je prends mes notes, je continue à travailler. Donc, ouais. Comment tu perçois les échanges? Je parle pas d'être échangiste, là, mais je parle vraiment là, de, exemple, les lutteurs, tu as parlé de Will Ospreay, Ouais. d'Omega, tu sais, André le Géant dans le temps, tout ça, et vice-versa. Moi, j'en ai présenté plusieurs dans le temps de World Championship Wrestling, Ouais. WCW. Comment ça, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves cool ou si tu aimerais mieux que ça reste juste japonais? Ah, non, je trouve que ça met plus de yeux sur le produit, ça offre plus de discussions. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui ont une connaissance de certaines légendes du Japon. Avec naturellement les réseaux sociaux, on a plus accès. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas accès au Japon. Fait que, tu sais, j'ai dû backtracker. Puis, oh my God, Tanahashi a eu ce genre de match-là plus jeune. Moi, j'ai juste Tanahashi qui a de la misère à courir les câbles, là, tu sais. Ouais, Puis je dis ouais. ça, mais Tanahashi donne des excellents matchs avec Zack Sabre Jr. en ce moment, là. Mais non, je trouve que c'est une bonne chose de voir Suzuki contre Edge à All Elite Wrestling. Je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'on pourrait promouvoir l'événement un peu plus? Oui. Est-ce qu'on avait la Ouais. capacité? Peut-être pas. Bon, là, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ouais, moi, je pense que si on pouvait mettre un peu plus d'emphase là-dessus, ça serait bien. Maintenant, du côté des. Moi, j'ai eu beaucoup d'images, puis tout ça, la réaction de la foule au Japon, les Oh fans. my God. Moi, là, c'est ce qui me faisait rire le plus au début parce que c'est tellement contre-intuitif de ce qu'on connaît ici. Ici, on hurle pour rien, on chante, on ci, on ça. Au Japon, pour qu'il hurle, là, ça en prend, là. Sinon, c'est des applaudissements. Puis, tu sais, pendant la pandémie, il y avait l'application parce qu'il n'y avait pas le droit de crier pendant la pandémie dans les stades, dans les arénas. Donc, il y avait une application pour faire du bruit qui faisait yay au bout. Ça a duré un show. Mais, tu sais, j'adore l'idée de ne pas hurler pour rien. J'adore Ouais. l'idée quand tu fais du bruit, ça compte, puis j'étais comme wow! Tu sais, donc, ça aussi, quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis, tu sais, les applaudissements, là, c'est Ouais. différent dans le monde de la lutte, on Ben, dirait. mais, hein? T'en vas du théâtre, tu sais. Exact. Puis si tu regardes les lutteurs nord-américains, ils tapent, tu sais, pour aller chercher pour. Dès que c'est trop tranquille dans Ouais, une salle, ils tapent pour créer un buzz, faire, faire du bruit. Alors, ouais. de ce côté-là, c'est bien différent. Est-ce que Kevin Raphaël a déjà vu de la lutte au Japon? Non, écoute, je vais te raconter quelque chose. J'étais supposé partir pour Wrestle Kingdom au début, en début d'année, là. J'allais prendre mon premier congé de faire Raw à TVA Sport. Tu sais, je pense que j'avais booké il y a 3 mois d'avance. Puis, tu sais, je m'étais dit, je vais prendre l'assurance annulation d'un coup qu'il faut que je travaille ou il y a
quand même 2 kids. Là. Fait que du coup, il y a une situation ici, je me suis pris assurance annulation et jusqu'à 2 semaines avant, tout allait bien. Et Ah là, ouais. et là, il y a eu une situation où j'ai dû rentrer travailler puis que je pouvais pas vraiment. Ça devait être moi qui fasse ce truc-là. Puis j'avais je C'est peux pas pas avoir des vrai. choses nice. Fait que je vais réessayer l'année prochaine. Puis je vais réessayer à chaque année parce que je veux voir Wrestle Kingdom. Je veux voir. J'aimerais ça voir un G1 aussi. Fait que c'est dans ma to-do list, mais au moins, j'ai pas perdu. C'est quoi, c'était 2200$ le billet, genre? C'était un prix énorme. Je pense que ça m'a coûté genre 60$ d'assurance annulation. Là. Fait que c'est pas Mais si pire. c'est sur ta bucket list. Je vais réessayer à chaque année d'y aller. C'est juste que. Mais tu sais, je pense aussi que je vais moins travailler, là, fait que ça va m'aider. Là, tu sais, je vais pouvoir plus choisir mes projets. Mais là, c'est ça. Là, on a eu une petite situation dans un show X, c'est que là, il fallait vraiment que ce soit moi qui le fasse. Donc, ouais, c'était particulier. C'est quoi, en terminant, la suite pour la lutte japonaise? Comment tu vois le futur? Ouf! C'est sûr que, tu sais, quand tu te dis, je perds Will Ospreay, je perds Okada dans dans un espace de 1 mois. Oui, tu as le Forbidden Door qui est encore disponible. Oui, tu as John Moxley qui est parti 1 mois ou qui est allé faire 1 mois, je pense, ou qui travaille avec eux. Oui, tu On as dit, Lance Archer. excuse, on dit, il est parti saigner un mois là-bas. Ah, man, lui, là, il devrait être. Emma Québec devrait le prendre, se mettre sur les posters. Là, ça n'a pas de sens. Mais, mais, mais ouais, tu sais, fait que, moi, je vois avec tu sais, les trois mousquetaires qui s'en viennent, aussi, il y a ça, se faire appeler les trois mousquetaires, qui s'en viennent, qui sont en train de prendre. Tu sais, je pense qu'il va y avoir un petit ralentissement parce qu'il faut les laisser prendre leur place. Mais à la fin de la journée, le G1 va toujours être le G1. Tu sais, puis c'est ça qui ramène les gens à chaque année. Maintenant, est-ce que le G1 va être pareil sans Will Ospreay et Kazuchika Okada? Écoute, mais j'ai foi en le fait qu'ils ont des bons lutteurs qui s'en viennent, puis c'est tout le temps des bons matchs. Est-ce que de mettre Evil au top de la carte, c'est une bonne idée? Evil peut aller chier. Je l'haïs, puis pas dans le bon sens. Pas c'est un bon heel. C'est juste qu'il enlève le fun d'écouter la lutte. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de le mettre en haut de la carte? Ça va peut-être turn off des gens qui sont déjà turn off. Donc, Ouais. il y a beaucoup de questions par rapport à New Japan, mais j'ai quand même foi que ça devrait fonctionner. Tu parles du J1 et il y a probablement beaucoup d'auditeurs qui se demandent c'est quoi exactement? Le G1, c'est un tournoi au Japon qui est pendant l'été, je pense, c'est 3 semaines ou 1 mois, si je ne me trompe pas. Et chacun est dans son bloc, chacun s'affronte un contre l'autre, donc ça me donne des affrontements qui sont vraiment uniques. Eddie Kingston était dans le G1 l'année dernière et on se croise les doigts que Bryan Danielson y aille un jour, mais ça nous donne des affrontements particuliers à tous les jours. Donc, il y a de la lutte Est-ce à que tous c'est les jours. toutes les compagnies confondues qui sont là ou Ben, non? non, dans le fond, avant, c'était vraiment juste New Japan, mais depuis qu'il y a la relation entre AEW et New Japan, on a vu plusieurs gens de AEW aller OK. au OK. G1. Eddie Kingston l'année passée. Je suis sûr que Mike Bailey, puis nous l'avait dit aux antipodes qu'il ça il tentait. J'espère qu'il va lui donner sa chance. Donc, après ça, bon, tu as les demi-finales, tu as la grande finale. Le gagnant s'en va à Wrestle Kingdom, qui est le WrestleMania du Japon, pour affronter le champion. Et souvent, un peu comme le Money in the Bank, le gagnant du G1 va remporter le titre à Wrestle Kingdom. Mais il y a toujours une histoire qui est rattachée à ça. Donc, cette année, c'était Naito qui a remporté le G1 et c'est lui qui a remporté le titre par la suite. Kevin Raphaël, je sais que ton temps est précieux. Merci beaucoup. Non, Encore ça une aurait fois, plaisir. j'apprécie. Toujours intéressant et on se reparle sous peu, mon ami. Hey, salut, fais attention à toi. Puis je vais essayer de ne pas être dans la douche quand c'est l'heure de faire le podcast. Non, mais ça, je suis content. Ça m'a confirmé que tu es un petit gars propre. Que je suis propre. All Comme, comme, right. comme j'ai dit à Cody McWard en France, en parlant de lutte japonaise, j'ai tellement hâte d'aller voir ça à Shanghai. T'aurais dû y voir la face. Bon. Oh, man. C'est bon, ça. Alors, Hey, à la attention à prochaine. toi. OK, Salut. bye-bye. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de t'entretenir avec le professeur Bertrand Hébert pour parler de lutte japonaise. Ça va être Oui, parce intéressant, que ça. je voulais avoir aussi comment que
comment est-ce il m'a dit le mot, là, puis c'est plate, je ne l'ai pas, les Les étrangers musique. qui étaient, ils ont un nom là-bas quand ils vont. Les Gaijin. Exactement, et que ça ressemble à ça. Alors, je voulais avoir son avis là-dessus et aussi parce qu'on le sait que c'est le géant lutté là-bas, il y en a Hogan a lutté là-bas. Ouais. Et semble-t-il, à travers les branches que j'ai entendues, Hogan était bien meilleur au Japon qu'il l'a été toute sa vie aux États. Là. Ben, j'ai vu un match de Hogan au Japon, puis il lutte, là. Il fait pas juste du niaisage comme on a vu souvent dans sa grosse carrière WWF. Il avait fait tout un match de lutte là-bas. Il était capable de lutter, Hulk. Fait que c'est le fun parce que déjà, nos deux premiers invités nous ont vraiment comme. Tu vois que la lutte japonaise pour eux autres, c'est gros, gros, Ouais. gros. On va voir ce que Bertrand a à nous dire parce que lui aussi, il est toujours intéressant, toujours si dynamique dans sa voix. Ben, non. OK, il n'est pas dynamique dans sa voix, là, Ben, mais moi, regarde. je l'ai vu au karaoké de Pat Patterson. Il était Ah, très dynamique ce oui, soir-là. c'est la seule fois de sa vie, je pense. Alors, sans plus tarder, on écoute le très dynamique professeur Bertrand Hébert. On retrouve le professeur Bertrand Hébert. Ceux qui regardent sur YouTube vont sûrement apercevoir sous peu sa grosse main qui vient toucher un bouton de son cellulaire. Ah, ben non, il n'y en a pas. C'est déjà Comment... fait. Ah, comment ça va, mon cher Ça, Bertrand? ça va super bien ce matin. Quelle Je me suis réveillé en performance écoutant. le 19 janvier dernier. Wow! Hein? Il faut ce qu'il faut. Comme moi, là, il n'y avait aucunement question que Pat vienne me chatouiller les pieds parce que j'ai pas assez chanté ou j'ai pas assez pris un petit verre. Par Ouais. contre, je blâme qu'il y avait beaucoup trop de jus de canneberge dans la vodka. Pour ça On a eu une que belle soirée. On fait allusion, on vous en a parlé un peu la semaine passée, il y a quelques semaines. On fait allusion, bien sûr, à cette fête qu'il y a eu en l'honneur de Pat Patterson, organisée par Bertrand Sly avec mon aide un peu. Alors, c'était le fun de le voir de même. Je ne t'avais jamais vu. Je ne connaissais pas ce Bertrand Hébert-là. il sort des fois, là, des grandes occasions. On voulait t'inviter sur le CIM aujourd'hui, Bertrand, pour parler de lutte japonaise. Je t'avoue que ce n'est pas une lutte que je connais. J'ai décrit des combats avec des Japonais, j'ai entendu parler, j'ai lu, j'ai vu des photos, mais je ne comprenais pas pourquoi des gens sont si accros à la lutte japonaise. Et là, avec ce thème, cet épisode-là, ben, j'apprends. Écoutez, la lutte au Japon, c'est probablement le pays après les États-Unis et le Canada et l'Angleterre, et le Mexique, là, c'est un pays où, mais il est un peu isolé, hein. C'est une île, c'est dans son coin de pays. Il n'y a pas d'autres personnes de cette langue-là. Et donc, c'est devenu quand même un sport important dans les années 90. On aimait nous dire qu'à part le sumo et le baseball, il n'y avait rien de plus populaire comme sport au Japon ou comme spectacle. Il faut Quand dire que même. la lutte, tu sais, ça rejoint un peu l'honneur. Ça rejoint également les théâtres kabuki. Il y a beaucoup de choses qui viennent chercher les Japonais. Ce que je trouve qui est intéressant de la lutte au Japon, c'est que c'est ce que, selon moi, se rapproche le plus en termes de rapport entre les lutteurs locaux et les lutteurs étrangers de ce que nous, on connaît au Québec. Dans les années 50, la JWA va être formée par Riki Dozan, qui est étrangement un Coréen, mais ça va sortir des années après sa mort, Ah, et ouais. qui va devenir la première super vedette du monde de la lutte au Japon, et va, de ce moment-là, créer cette espèce d'engouement-là envers le local, le japonais, qui vient planter le méchant américain. Et on se souvient, on est en 51, on est 6 ans après la Deuxième Guerre mondiale. On Exact. a besoin d'un boost de morale, hein? On a besoin de se sentir valorisé. Et quoi de mieux qu'un sport scénarisé où on peut justement montrer que nous, oui, on est capable, les Japonais. Nous, on peut. C'est là-dessus beaucoup aussi au Québec, que ce soit Johnny Ojo ou Yvon Robert ou Dino Bravo dans les années 80.
affrontaient souvent le méchant américain ou le méchant étranger qui arrivait, qui venait foutre le bordel dans la baraque. Et le héros local, le shérif, faisait le ménage. Donc, la JWA va connaître plusieurs années de succès, mais en 1972, il y a un schisme à l'intérieur de cette compagnie-là. Et les deux vedettes montantes, les deux Young Boys, parce qu'au Japon, on va appeler une recrue un Young Boy, Antonio Inoki, un ancien joueur de baseball, non, lui, c'était plutôt un athlète de track and field, d'athlétisme. Et on a Giant Baba, ou Shoei Baba, qui lui est un joueur de baseball. Donc, l'autre importation américaine d'après-guerre qui a gagné beaucoup en popularité au Japon. Et ces deux personnes-là vont... Et là, la lutte et la télévision, que ce soit au Mexique, au Canada, aux États-Unis ou au Japon, c'est toujours clé. Donc, il y a 2 stations de télé qui vont donner à chacune des compagnies formés par ces jeunes vedettes-là qui se séparent et qui vont chacun de leur côté. Donc, Antonio Inoki, lui, va lancer New Japan Pro Wrestling, qui est aujourd'hui la plus grande compagnie qu'on a au Japon. Puis, Giant Baba, lui, ça va être All Japan Pro Wrestling. All Japan qui existe toujours, mais qui est plus considéré comme une compagnie indépendante aujourd'hui. Malheureusement, heureusement, la compagnie était dirigée principalement par Baba, qui va être malade vers la fin des années 90, 2000. Et la plus grande vedette de cette époque-là, qui était Misaru Misawa, va quitter la compagnie en l'an 2000. Il appelle ça l'exode, si on veut. Et il va créer la compagnie Noah. Les Japonais n'ont pas peur des symboles. C'est vraiment l'arche de Noé. Littéral. Donc, il va partir avec 99% des lutteurs pour créer Noah, qui va devenir un peu l'héritier de ce qu'était la compagnie à ce moment-là et qui continue à ce jour, Noah, elle aussi, mais qui malheureusement, après le décès dans l'arène de Misawa, va devenir, au fil du temps, par manque de talent puis de présence télévisuelle, va devenir une compagnie plus indépendante. Par contre, le Great Muta a terminé sa carrière là. C'est d'ailleurs là que Shinsuke Nakamura a fait son match au Japon contre le Great Muta dans la dernière année. Donc, mais New Japan, lui, va continuer, puis c'est là que les Bruiser Brody, Andre the Giant, Stan Hansen, Vader, Abdullah the Butcher, à leur apogée, vont faire leur nom. C'est une grosse compagnie comparée aux autres compagnies au Japon. D'ailleurs, les gens connaissent, ils font Forbidden Door avec All Elite Wrestling. Auparavant, il était avec Ring of Honor. Auparavant, il était avec la WCW. À une époque que toi, tu as connue. C'était qui déjà le Japonais qui était le contact, le premier? C'était un gérant. Un gérant. Le gérant. Hein? Oui, je le revois. Sonny Ono. Sonny Ono. Exactement. Bravo! Oui, donc c'est lui qui était l'entremetteur entre New Japan et la WCW, son ami Eric Bischoff. C'est une compagnie qui Inoki va vendre, qui va d'abord être achetée par une compagnie qui s'appelle Yux, mais aujourd'hui est propriété de Bushiroad. C'est important de penser à ça parce que Bushiroad est maintenant une compagnie qui est cotée en bourse au Tokyo Stock Exchange. C'est une compagnie qui a principalement fait sa renommée avec des jeux vidéo en ligne sur téléphone, sur des cartes de collection, cartes à jouer, là, les fameuses cartes avec des points, puis tu joues une carte à botte à l'autre carte, etc. Et c'est une compagnie quand même solide là-bas. Ils ont acheté en 2019 Stardom, donc depuis 2019, New Japan a une compagnie sœur qui est une compagnie uniquement de lutte féminine, parce que la lutte féminine au Japon a été très importante dans les années 90. Il y avait All Japan Women et c'était en aucun lien avec All Japan Pro Wrestling, mais c'était la lutte à voir à cette époque-là. Le style d'aujourd'hui était beaucoup influencé par ce que ces filles-là faisaient dans les années 90. Manami Toyota est, selon moi,
probablement une des meilleures lutteuses, sexe, poids confondus de tous les temps. Faites-vous plaisir, allez voir Manemi Toyota en ligne, vous ne serez pas déçus. Puis, dans les gens qui sont des lutteurs aujourd'hui, vous allez peut-être même trouver des trucs ou des choses que vous allez pouvoir utiliser dans vos combats. Donc, le Japon, comme on le disait au début, était un endroit où on donnait beaucoup de place aux lutteurs américains. Les gaijin, qui est le mot étranger pour le Japon. Et on avait tous. On peut remplacer gaijin par méchant si on veut. C'était un peu toujours de comment le japonais va réussir à supplanter l'américain ou à supplanter l'étranger ou à devenir son égal ou à devenir son partenaire selon les époques. Bruiser Brody était un nom important là-bas. On se souviendra aussi de notre ami le Géant Ferré, Andre the Giant, qui a connu une grande carrière avec New Japan Pro Wrestling dans les temps où il y avait des échanges avec la WWF. Puis sa renommée, on en parle beaucoup en détail dans notre livre sur André, sa renommée est telle que on va du côté de New Japan, après la carrière d'André avec la WWE, qui se cherche un endroit pour travailler au Japon. On va faire l'entremetteur pour l'envoyer à la concurrence vers All Japan Pro Wrestling. Et il va devenir le partenaire de mise de Giant Baba, qui lui aussi est en semi-retraite, si on veut. Et All Japan avait une très grande loyauté, puis il y avait une espèce de concept, d'espèce de match de légende ou un match en lien avec, comment je pourrais vous expliquer ça, la tradition. Et André, jusqu'à presque sa mort, va lutter régulièrement en 2 contre 2 d'abord, ensuite en 3 contre 3, on va leur mettre un plus jeune avec Baba et André pour faire des 3 contre 3, pour avoir l'occasion de toujours travailler et d'être toujours dans le domaine de la lutte. Donc, ça a longtemps été au Japon la tradition, l'honneur. On a été engagé par une compagnie, puis on restait avec cette compagnie de lutte-là pour toute sa vie. Les lutteurs faisaient d'excellents salaires. Jusqu'aux années 90, quand la WCW a commencé à offrir des contrats garantis, les contrats de 18 semaines, 22 semaines par année avec All Japan et New Japan étaient parmi les contrats les plus alléchants qu'un lutteur pouvait décrocher. Il n'y avait pas 12, 22 spots de ce genre-là. Mais des gars comme Stan Hansen ont fait leur renommée d'abord au Japon, un très grand ami avec André. Ils ont fait d'ailleurs leur renommée ensemble. Il y a un match spectaculaire d'André et de Stan Hansen où André se fait enfourcher. Et vous ne croirez pas, Stan Hansen, André the Giant, New Japan, vous pouvez chercher ça sur YouTube, vous pouvez chercher ça sur New Japan World, ceux qui sont les chanceux. Moi, je me souviens, mes premiers pas dans la lutte japonaise, on échangeait des VHS avec des Japonais ou avec du monde qui avait déjà échangé avec des Japonais pour trouver ces combats-là. Aujourd'hui, ça se trouve sur YouTube où on a carrément accès à une plateforme qui s'appelle New Japan World qui permet de voir les événements en direct ou de voir toute l'archive de New Japan. Quand je travaillais sur le livre de Pat, il y a Pat a travaillé pour New Japan, pas beaucoup, pas tous les matchs sont là, mais il y a des choses que Pat me racontait, que là, Pat est là au ringside avec tel autre lutteur. Puis bon, il y a souvent des cornermen à cette époque-là, donc je trouvais ça super intéressant de voir un peu ce temps-là, parce que la lutte japonaise a toujours eu un lien avec l'Amérique aussi, c'est-à-dire qu'on va envoyer régulièrement des lutteurs ici. Giant Baba a lutté à Montréal pour Johnny Rougeau. Puis, on le voit à Okada qui avait lutté avec le TNA. Tu t'en souviens peut-être pas, là, mais Kato, là, je pense, à un moment donné, avec TNA. Okada était là. Là, il est revenu, là, puis il a fait un match. Et là, c'est là la loyauté, les choses, les temps changent au Japon comme ici. Okada qui a donné sa notice avec la New Japan et on s'attend à le voir débuter à temps plein en Amérique en 2024. On est à une autre époque. Avec Bushiroad qui est maintenant au Stock Exchange, on était très fermé au Japon, on ne laissait pas entrer les étrangers ou une compagnie étrangère acheter des compagnies. Moi, je crois qu'une des prochaines expansions de TKO et du groupe WWE UFC serait potentiellement une acquisition de Bushiroad. C'est des compagnies qui seraient en synergie et ça donnerait un pied d'entrée vers l'Asie. Avec un marché fort pour un WWE Japon.
On peut penser qu'avec l'arrivée de TKO, le départ complet de Vince, les options de créer un WWE Amérique latine, un WWE Europe, un WWE Asie, Japon, c'est des choses qui pourraient se produire dans les prochaines années. On a maintenant les moyens avec le groupe TKO de dire si on veut pas commencer avec malgré qu'on a travaillé avec le All Japan actuel, le fils de Steven Regal est allé faire un combat récemment là-bas. On pourrait entrer par la grande porte au Japon en s'associant et en fusionnant, si on veut, Bushiroad à TKO à un moment donné. Je pense que c'est à surveiller dans les prochaines années avec le deal Netflix qui vient de se signer le 5 milliards sur... Ça semble démesuré, mais c'est le chiffre. Tout est possible. Je pense qu'on le voit dans le monde des médias avec les diverses synergies. Déjà, Warner Discovery parle de se fusionner avec Paramount ou avec Universal. On va toujours rapetisser, puis il va toujours avoir des agglomérations comme ça. Je pense que ça va être une des seules façons aussi de survivre. Donc, les gens comme la WWE qui maintenant vont s'associer avec Netflix, ça a l'air gros comme ça, mais sont en avance sur leur temps, encore une fois. Il ne sera pas loin le jour où la NHL va signer des contrats exclusifs. Ils ont commencé, Major League Baseball a signé un petit deal avec Apple TV, Amazon la Prime, NFL. La Ligue de soccer est déjà sur Apple. Ça va se faire. Là. Un jour, c'est la NFL ou c'est la NHL ou c'est la NBA qu'on va entendre qui ont signé ce genre d'entente-là, mais la WWE est souvent aux premières loges dans ce cas-là. Comme la lutte l'était avec le câble dans le temps, ou la télévision dans les années 50. Donc, le futur est grandiose de ce côté-là. On n'a pas fini d'avoir des surprises. Par contre, pour 2024, là, on a un gros mois de janvier. On va espérer qu'il y aura d'autres nouvelles pour nous exciter pour les 11 prochains mois à venir. Exact. Écoute, Bertrand, je pense le fait peut-être que les vrais gros fans de lutte, le fait que c'était loin, c'était inaccessible, et qu'aujourd'hui, justement, comme tu le dis, tout est plus facilement accessible. Exactement. Et que tu peux prolonger ton menu de lutte avec la lutte japonaise. J'en ai appris beaucoup et je l'apprécie. Et le yen se marie très bien au dollar canadien. Là. Je pense que ça coûte même pas 10 $ par mois en dollar canadien. L'abonnement à New Japan World, le yen se compare bien. La lutte là, au Japon, pour les gens qui veulent une image, là, vous pouvez vous promener sur la rue au Japon, voir des journaux qui vont avoir des pages principales sur la lutte, mais aussi il y a des magasins spécialisés à Tokyo et ailleurs qui ne font que ça. Produits dérivés et autres. Le rêve. Donc, c'est vraiment là, un monde en lui-même, là, au-delà des animés et des jeux vidéo pour les amateurs de lutte. Bertrand Hébert, merci beaucoup pour cette formation sur la lutte japonaise. Merci. Dans mon livre « La grande histoire de ma petite vie », tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour sur le podcast Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Épisode sur la lutte japonaise. Et j'en parlais avec David Jouan, le Casanova. Pas ça, hein? C'est pas le Casanova. Hein? Non, Marc. Le Don Juan des pauvres. C'est ça. Et il me disait, faudrait trouver quelqu'un pour parler de la FMW. C'est ça, FMW? Oui. Mais toi, tu connais ça?
Écoute, c'est drôle. Quand j'ai vu tantôt le line-up des invités avec Frédéric Desbiens qui va nous parler de la FMW, moi, c'est mon premier contact avec la lutte japonaise. C'était les Headhunters qui luttaient. Moi et Kevin Owens, on avait loué une cassette de la FMW. Puis tu avais les Headhunters qui ont des jumeaux qui ont la shape à Kamala, mettons. Ouais. Et qui faisaient des moonsaults à travers des tables. On capotait, on avait vu ce tape-là, là, ce VHS-là, moi puis Kevin. Puis je pense que dans celui-là, il y avait Cactus Jack puis Terry Funk. Fait que, c'était les années du gros hardcore japonais. Moi, ça a été mes premiers contacts avec la lutte japonaise. Puis quand j'ai vu ça tantôt, ça m'a rappelé ce flashback-là que j'ai eu. On avait écouté ça avec Kevin, puis on était vraiment impressionnés. Mais j'ai hâte d'entendre c'est un membre du groupe, Frédéric Desbiens, nous parler de la FMW. Oui, puis en plus, il lutte dans la région, là, je ne veux pas insulter Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne sais jamais lequel des deux, là, mais on parle même de Tortière là-dedans. Alors, on l'écoute, un des membres du groupe, soyez-y, mesdames, messieurs, Frédéric Desbiens, qui nous parle de la lutte japonaise, mais le côté hardcore. Alors, c'est la première fois qu'on reçoit Frédéric Desbiens sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Frédéric, comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous-même, M. Blondin? Ça va bien, ça va bien. Toujours bizarre de me faire vous voyer. Frédéric, tu es de quelle région? Je suis du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Excusez pour ma voix, j'ai une fin de rhume, fait que j'ai la voix un peu enrouée. Je suis de Chicoutimi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis lutteur québécois sous le nom de Axel Wave. Je lutte principalement à la AWS, donc je me promène un peu partout au Québec. Ça va très bien, il fait froid au Saguenay, comme d'habitude. Ben, c'est sûr. C'est pour ça que tu as de la misère avec ta voix. Nous autres, ici, il faisait plus 3, plus 4 aujourd'hui dans le bout de Montréal. Pour être langue sale, je dirais dans le bout de la civilisation, mais c'est juste pour t'agacer. Frédéric, quand j'ai parlé de cette fédération qui était la F, là, j'essaie de la voir, ça fait exprès, sur la FMW. Pour Frontier Martial Arts Wrestling. Tu avais émis des commentaires, puis j'ai dit, wow, c'est intéressant ça. Toi, le côté hardcore de la lutte japonaise, c'est venu te chercher? C'est venu comment? Ben, dans le fond, avant de m'en venir dans la ville de Chicoutimi, je vivais dans un village qui s'appelait Saint-Fulgence. On avait le cadre. Excuse, ça s'appelait comment? Saint-Fulgence. Saint-Fulgence? Saint-Fulgence. C'est à l'extérieur de Chicoutimi. Et on avait le cadre qui était vidéo et Ubi, où c'est qu'on pouvait jouer à des jeux puis tout. Okay. Puis quand on a déménagé à Chicoutimi, on a eu le cadre Vidéotron. Puis une des chaînes qui avait disponible, c'était Fight Network qui commençait à cette époque-là. Et une des émissions qu'il diffusait, c'était la FMW. Il diffusait vraiment tard le soir. C'était principalement des compilations de matchs, mais juste l'annonce à la TV m'avait accroché. Il y avait quelqu'un qui se faisait whipper dans les barbelés, puis ça explosait, puis on voyait Mike Awesome puis Cactus Jack. J'ai vu ça, faut que je reste éveillé jusqu'à, je me souviens plus si c'était minuit ou 2 heures du matin pour pouvoir écouter ça. Et ça c'était quand, Frédéric? C'était quand? Combien d'années de ça? Ça fait, ça fait 19 ans, en fait. C'était en 2004. Entre 2004 et 2006. OK. Ça fait vraiment longtemps. Puis, toi, c'est le côté hardcore plus que le côté Japon qui est accroché ou les deux? Ben, c'est les deux parce que c'était niveau lutte hardcore, tu sais, j'étais familier avec la ECW, le Hardcore Championship que la WWF faisait, blablabla. Mais ça, c'était autre chose. Voir du monde qui luttait dans les barbelés, que ça explosait, qu'il y avait des matchs qui se déroulaient dans la jungle, qu'il y avait un match qui se déroule littéralement le ring est sur une plateforme, sur une grosse piscine, puis les lutteurs, quand ils tombent dans l'eau, ben boum, ça explose. Puis ça m'a introduit à un de mes lutteurs préférés qui s'appelle Atsushi Onita, qui était le promoteur de la FMW.
Et c'était pas tant le fait, c'était pas un si bon lutteur que ça niveau technique, mais ce gars-là avait le charisme d'une vedette de cinéma. Puis c'était quelqu'un qui, mettons, lorsqu'il gagnait un match, genre d'une de ses rivalités, après ça, il prenait le micro, puis il faisait une promo, puis, tu sais, je veux dire, c'était en japonais, fait que je comprenais pas. Mais le gars avait, mais le gars avait une passion, puis un jeu d'acteur qui, le charisme, il sortait par tous les pores de la peau. Puis, mettons, quand il gagnait un match, quand il gagnait son match, il était au main event. Puis quand il gagnait un match, il faisait sa promo. Puis tous les fans passaient par-dessus la barrière. Puis ils se collaient autour du ring. Puis, genre, ils tendaient leurs bras comme ça juste pour y toucher. Ouais. Genre, c'était comme. C'était plus qu'un lutteur pour eux autres. C'était genre. C'était quasiment une figure religieuse à Tsushi Onita. C'était quelqu'un d'extrêmement charismatique. Puis son selling était crédible, il avait du feu, il était limité dans le ring parce que lui, dans le fond, c'était un étudiant de Giant Baba à la All Japan. C'est un des premiers élèves qu'il y a eu. Et Onita, dans le fond, il était supposé, c'était une des grosses vedettes de leur division junior. Puis à un moment donné, après un match, il est débarqué du ring et il a glissé sur une flaque d'eau. Il y avait eu de l'eau par terre, puis il avait glissé dessus. Puis il s'est complètement, il s'est complètement détruit le genou, il s'est déchiré les ligaments. Fait il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait. Le high flying, pour lui, c'était terminé. Puis il a essayé d'avoir une coupe. Ouais. Il a essayé d'avoir une coupe de match par après, mais Giant Baba, qui était le promoteur de la All Japan, il a fait savoir, écoute, la lutte pour toi, malheureusement, c'est terminé. Puis il l'a comme forcé à se retirer. Puis lui, ben, il n'était pas du genre à accepter un refus. Fait qu'il a fait non, non, non. Il va trouver le moyen de se rendre riche avec la lutte. Il va trouver le moyen de devenir une vedette. Puis ça a été sa manière. Au début, la FMW, il l'a fondée parce que ça s'appelait Frontier Martial Arts. Ouais. Il y avait les cartes, il mélangeait beaucoup des lutteurs professionnels traditionnels avec des gens d'arts martiaux. Il y avait un partenariat avec une organisation au Japon qui s'appelait la WKA, la World Karate Association. Fait que la première grosse feud de la FMW, c'était Onita, qui était le promoteur de la FMW. Et j'ai son nom ici pour ne pas me tromper. Masashi Aoyagi, qui était la vedette principale de la WKA, qui était un vrai karatéka. Fait qu'ils ont fait plusieurs matchs ensemble, hybrides, quasiment un ancêtre du MMA, dans le fond. Puis ils ont fait des matchs, mettons, la WKA, eux autres, leur ville principale, où est-ce que ça se passait, c'était. Colin, je me souviens plus. C'est tellement pas grave. C'était au Japon, puis mettons Tokyo, là, c'était l'endroit d'Onita. Fait il faisait un match au QG de la World Karate Association. Aoyagi gagnait. Ensuite, il en faisait un à Tokyo et Onita allait au vert après ça. Ah, ouais. Puis, oui, puis il y a également le boxeur, l'ancien champion poids lourd de la boxe qui avait battu Muhammad Ali, Leon Spinks, qui a fait quelques matchs là-bas. Hybride, boxe et lutte. Et les matchs-là sont très. Mais c'est pas. Ceux qui n'ont pas vu le geste, le pouce en bas. Ouais, l'aspect spectacle était là. Je veux dire, c'est comme tu dis. Là, dans les années 90, tu dis cet homme a battu Muhammad Ali, puis les gens sont comme OK, on va aller voir ça, la curiosité. Oui. Ben oui. Puis il y a eu énormément de lutteurs marquants qui sont passés par la FMW. Ils ont gagné en popularité rapidement à cause du charisme de Onita, mais également parce que c'était vraiment, vraiment différent de tout ce qui se faisait à l'époque. Puis ils ont rempli des stades. Là. Il y a un stade de baseball qui s'appelle le Kawasaki Stadium. Ils l'ont rempli quelques fois. Puis avec les feuds d'Onita puis tout. Puis à chaque fois, les fans en demandaient plus, puis en demandaient plus, puis en demandaient plus. Puis Onita, il donnait.
Mais au fil du temps, c'est garoché dans les barbelés, c'est garoché dans le feu, c'est garoché partout, ça laisse des marques. Surtout quand tu as été blessé au genou bien avant. Oui. Puis il y a une couple de reprises où est-ce que Onita a manqué de mourir, littéralement. Il y a eu 2 incidents, en fait. Il y en a eu un où est-ce qu'il avait avalé un morceau de barbelé par accident. Ben, je veux dire par accident, personne ne fait ça volontairement. Là. Mais puis il y a eu un autre match où est-ce qu'il avait été victorieux dans une rivalité. Et pour célébrer, il est sorti dehors avec les fans, il buvait avec eux autres, tout allait bien, il se promenait dans les rues. Puis il a sauté dans une rivière pour célébrer sa victoire. Mais l'affaire, c'est que l'eau de la rivière était contaminée par. Elle n'était pas très propre. Fait que l'eau est rentrée par ses blessures et il y a eu une grave infection. Il a manqué mourir. Je ne devrais pas rire, mais c'est tellement bête comme histoire. C'est de la façon que tu en parles, c'est plus grand que nature, c'est comme exagéré, c'est fou, c'est wild. T'sais? Vraiment. Puis toi, tu as regardé ça combien de temps? Vas-y, excuse. Ben, mettons, la FMW, je l'ai regardé, ça n'a pas été diffusé super longtemps sur Fight Network. Puis, il était, d'après moi, Fight Network, je ne connais pas l'envers du rideau là, chez les exécutifs à Fight Network, mais d'après moi, la librairie auquel ils avaient accès était quand même limitée. Parce que c'était souvent les mêmes matchs qui jouaient en boucle. C'était même pas des galas complets, c'était des compilations de matchs. Fait que c'était en 2004. Puis pas longtemps après, YouTube est arrivé. Puis j'avais réussi à trouver quelques matchs sur, ça va me vieillir un peu, mais sur LimeWire, qui était. J'avais trouvé quelques matchs là-dessus, mais pas longtemps après, YouTube est arrivé. Puis, ça a changé la donne, j'ai pu m'instruire, puis, là, vraiment plonger dans cette organisation-là. Est-ce que tu vas encore fouiller pour regarder ça ou si ça fait partie de ton passé? Des fois, je me dis, là, mettons, j'ai lutté longtemps comme babyface à la AWA au Saguenay. Puis là, maintenant, ils m'ont viré méchant il n'y a pas super longtemps. Mais mettons pour. Méchant. Ah, merci. Je pensais que c'était un compliment. Puis, mettons, pour me donner des idées sur le selling, puis sur, là, le facial, les émotions, puis tout, ben, je regardais des matchs de Terry Funk, de Atsushi Onita également. Puis c'est ça, c'est comme c'est. Puis la lutte hardcore de Onita veut pas inspirer. Ça a inspiré la ECW en Amérique du Nord. Il y a eu des imitations qui sont sorties au Japon. Il y a eu la IWA Japan, où c'est que Cactus Jack a gagné genre leur plus gros événement ever, un tournoi qu'il y avait eu. Et il y a eu également comment ça s'appelait? Wrestling International New Generation, ou la WING. Puis tout ça, toutes ces organisations-là sont nées de gens qui étaient à l'intérieur de la FMW qui ont fait, qui sont sortis de l'organisation. Puis avec le succès vient l'ego, veut pas. Puis Onita, ben, sa tête a continué à grossir, au point où est-ce que maintenant il s'est dit, ben moi c'est fini la lutte, maintenant je suis rendu millionnaire, je vais aller chercher le gros poisson, puis je vais aller jouer dans des films. Et il a joué dans quelques films au Japon, mais ils n'ont pas été un succès. Fait qu'il essaie de revenir dans la lutte et les gens n'étaient pas capables de dealer avec son ego. Fait que le gars à qui il avait légué l'organisation lui a demandé. Il ne voulait pas le renvoyer parce qu'il était trop fidèle envers Onita. Fait qu'il s'est mis à genoux littéralement puis il lui a dit s'il te plaît, va-t'en. Puis il a accepté de s'en aller. Puis, ce gars-là, il est encore en vie aujourd'hui? Oui, il est encore vivant. Croyez-le ou non, il est magané. Il a relancé la FMW il y a quelques années, qui s'appelle maintenant la Frontier Martial Arts Wrestling Explosion. Ils ont rajouté un E à la fin. Puis c'est vraiment pas la même chose. Mais c'est comme pour l'aspect nostalgique, mais même à ça, même pour l'aspect nostalgique, ça. C'est même pas. C'est comme regarder une réunion de la ECW en 2023. C'est comme. Pas maintenant, on est en 2024, mais c'est comme écouter une réunion de ça. C'est comme. Ah, tu sais, c'est vraiment.
Vous êtes rendu magané, vous n'avez plus besoin de faire ça. Ouais, C'est c'est vrai. Ah, mais en tout cas, écoute, c'est très intéressant parce que je connaissais un peu la lutte japonaise sans en connaître trop. Puis quand David Jouan en France se disait, hey, ça prendrait quelqu'un pour parler de la FMW, je dis, OK. Puis là, je suis content que tu t'as écrit, tu t'es pas proposé, mais tu as écrit un commentaire que j'ai fait, oh, lui, il a l'air de connaître ça un peu. Fait que j'apprécie beaucoup ce que tu as amené sur le sujet. Et sachant que tu es lutteur et que tu es un méchant, ben, je te souhaite de bien continuer ta carrière. Et j'espère que tu seras de retour à un moment donné s'il y a un sujet dans ceux que je pose, que tu dis, hey, j'aimerais ça embarquer. Ben là, la glace est brisée malgré que vous autres, le lac, il coule jamais là, à l'année, là, il est gelé. Et en terminant, Frédéric, reste dans les tourtières du lac Saint-Jean au lieu des barbelés. Mange pas de barbelés. Non, jamais. C'est ben trop bon de la tourtière. La vraie tourtière. Ben, je le sais, vous autres, c'est la vraie. Un gros merci, puis au plaisir de te reparler, Frédéric. Merci beaucoup. On est de retour sur le podcast Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Wow! Hey, c'est plate que vous n'étiez pas là pendant la pause parce que moi et Marc, on est bon pour s'obstiner en dehors des ondes. En ondes aussi, on n'est pas Il me demande c'est quoi le nom de lutteur de Frédéric Desbiens. Je le sais pas. Il dit tu t'en souviens pas. Non, je le sais pas. T'es amnésique, Marc. Assume-le. Qu'est-ce qu'on faisait, là? C'est ça que je me disais. Écoute, j'espère que ça vous a donné le goût d'en connaître plus sur la lutte japonaise. Ouais. Et c'est sûr qu'il y en a beaucoup dans leur bucket list qui aimeraient vraiment ça aller au Japon. Tu sais, mais quand j'ai dit à Cody McWild, j'ai hâte d'aller à Shanghai, celle-là, il l'a trouvée bonne. Ben ça, moi, tu parles de bucket list. Moi, c'est une des choses que je regrette de ne pas avoir fait, avoir été lutté au moins une fois au Japon. J'aurais aimé ça le faire. C'est quelque chose de gros, là, aller au Japon. Non, c'est immense. Mais tu sais, tu as des gars qui ont été, Chacal y a été dans le passé. Je pense que Sexty Eddie y a été, Lufisto y a été. Tu sais, mais c'est quand même quelque chose. Là. Tu sais, ça fait partie du passage d'un lutteur d'aller faire un tour au Japon. C'est là que Kevin Owens a été. Il est allé faire un tour au Japon, il est revenu après. Donc, tu sais, c'est une grande porte pour le monde de la lutte. En terminant, tu as mentionné le nom de Chacal. Il travaille sur la nouvelle étiquette de la BW qui sera en canette. À la goyave. À la goyave. Hey, ça, c'est bon, là. Ouais, hein, c'est pas payé de la goyave. Ah oui. La semaine prochaine, Ansem, on va se parler des factions. Ça fait longtemps. J'ai déjà plusieurs entrevues de faites. Je te dirais, elles sont toutes faites. Moi, je pensais que c'était cette semaine qu'on allait parler de factions, mais là, on a interchangé les épisodes, mais... Oui, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, pas grave. David Jouan va me suivre. Ben oui. Mais, les factions, on a Mathieu Lavigne qui fait qui fait un top 5 et qui, comme de raison, n'a pas tout à fait terminé son top 5 sur les costumes. On a Joey Soprano qui nous donne son avis du côté de manager. On a Alex Morin, la fierté, un autre membre du groupe, la fierté de Bécomo. Il finit même son entrevue en nous donnant un petit exposé touristique, qu'est-ce qu'il y a à faire à Bécomo. Veux-tu t'en dire quelques-uns? Non, brûle pas les punch d'Alex Morin. Non, il n'y a rien à faire à Bécomo. C'est vrai. Il n'y a rien là. Et on aura d'autres invités qui vont s'ajouter, Vincent Lapointe, entre autres. Alors, ça sera très intéressant de se parler des factions. Alors, je te souhaite un prompt rétablissement, mon cher Ansem. Merci, arrête partner. de vomir, arrête de... Là, ça tient. Hey, fais-moi pas penser à ça, s'il vous plaît. Hey, Marc! Émission très, 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 très chargée encore cette semaine, mais de quelle façon? On invite les gens à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Très facile. D'abord, vous m'envoyez 20$ pour une chance de participer et de gagner 4 billets ensemble, même soir, pour une soirée de boys, de girls ou de couple au Centre Bell, voir le Canadien. Et en plus, moi, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.